Samuel Koko est déjà installé. Samuel Koko, analyste politique, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir très cher Gaëtan, encore une fois de plus, merci de m'avoir convié à prendre part à ton plateau. Merci d'être toujours disponible à répondre à l'invitation de Télé 50. Encore une fois, on va parler des scrutins du 20 décembre. On ne sait pas si on doit se limiter à dire scrutin du 20 décembre parce que les élections se sont poursuivies jusqu'au 21 et même dans certains coins ce vendredi à Fizi, à Idiofa, à Bongandanga, dans le Bazuélé, à Manono, dans le Tanganyika. Alors je voudrais savoir, Samuel Koko, comment on en est arrivé là, avoir des élections qui s'étendent sur plusieurs jours, des élections avec des défis logistiques majeurs, alors que ça nous a coûté 1 milliard de dollars. Alors, très cher Gaëtan, il faut qu'on vienne d'abord de souligner que les élections, telles que vous l'avez dit, du 20 décembre, qui se sont étalées sur le 21 et le 22, ne peuvent qu'être appelées les élections du 20 décembre parce que la décision qui a fait appel au scrutin est une décision qui a fait appel au scrutin du 20 décembre. Alors, cela n'exclut pas le fait qu'il y ait eu des gens qui ont eu à voter le 21 et le 22. Ça n'exclut pas que le scrutin reste le scrutin du 20 décembre. Alors, pourquoi est-ce que nous avons constaté ensemble avec vous et la communauté nationale qu'internationale qui s'est fait qu'il y a eu certains endroits où il y a certaines personnes qui ont voté, il y a certains bureaux qui sont ouverts, mais il y a certains d'autres qui n'ont pas su ouvrir. Je crois que nous devons réaliser une chose, c'est que nous avons d'abord un grand problème, c'est que le Congo est un pays à dimension presque continentale. Nous avons un des grands défis, c'est le défi d'abord qui est au départ sur le plan infrastructurel. Le Congo n'est pas suffisamment doté d'infrastructures. Les voies routières. Voilà, susceptibles de pouvoir faciliter la centrale électorale à pouvoir déployer tout ce qui est comme kits électoraux, susceptibles de pouvoir amener le peuple à pouvoir voter. Mais est-ce que ce défi ne pouvait pas être prévenu préalablement de manière à pouvoir permettre à ce que tous les bureaux de vote puissent être au point le 20 afin de pouvoir permettre à ce qu'il y ait réellement des élections qui donneront vraiment l'image d'une certaine crédibilité? Je crois que c'était prévisible. Et donc, ce sont des défis surmontables. Surmontables, bien entendu. Surtout que ce n'est pas les premiers cycles électoraux que nous connaissons. Ce n'est pas le premier cycle électoral. Nous sommes à un 4e cycle électoral. Ça veut dire que nous avons déjà acquis une certaine expérience, que ce soit pour nous, le peuple, que ce soit pour aussi l'organisateur des élections, qui est la centrale électorale. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas pu être prévenu bien en avant? Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est fait à dessein? Ou bien c'est fait peut-être parce qu'on veut donner carrément aussi le flanc à ceux-là qui pensent que les élections ne sont pas des élections qui doivent donner lieu à une certaine crédibilité. Pourquoi est-ce que je l'ai dit, M. Gaëtan? Vous savez, les élections doivent au départ permettre à la démocratie de pouvoir vivre. La démocratie respire par des élections, plus particulièrement dans des pays à jeune démocratie comme le nôtre. Alors, les institutions appelées à organiser les élections doivent être des institutions qui prêchent par leur neutralité et qui prêchent aussi par leur expérience. La centrale électorale est suffisamment expérimentée. Pourquoi? Parce qu'elle connaît pratiquement son 4e scrutin, bien sa 4e expérience. Nous sommes au 4e scrutin que nous organisons depuis 2006 à ce jour. Mais pourquoi est-ce que pareils défis ne peuvent pas être prévenus préalablement de manière à nous éviter tout ce qui est comme toute forme de contestation? Parce que pourquoi est-ce qu'on donne les lits à la contestation? C'est parce que ces genres de choses n'ont pas pu être prévenus. Voilà pourquoi je crois que pour la prochaine, je crois que la difficulté qu'a connue la CENI, c'est peut-être des difficultés des contraintes d'ordre des dates. Les dates, c'est vrai, la date a été fixée au 20 pour ne pas qu'on tombe peut-être dans ce que la CENI pouvait penser d'être une certaine illégitimité. Mais la CENI, pour des raisons techniques, elle est en droit aussi, ou elle est en mesure de pouvoir repousser des élections même pour quelques jours ou pour maximum une semaine. Ça aurait pu nous permettre aussi de pouvoir, ça aurait pu permettre, à la CENI de pouvoir mieux déployer ses kits. Nous savons que si nous revenons en arrière de manière historique, le récent processus électoral, celui de 2018. De 2018 ou 2019 2018. Les élections étaient prévues, je crois, à une date avant le 20. Et il s'est fait que l'ancien bureau avait constaté que pour des raisons, pour des raisons d'ordre logistique, il était important de pouvoir décaler de manière à permettre à ce que la CENI, qui est d'abord au départ techniquement la seule institution en mesure de pouvoir défendre son bilan, de pouvoir mieux déployer ses kits électoraux. Mais nous avons constaté ici que tellement que la CENI à l'heure actuelle voulait absolument ne pas dépasser la date du 20, et nous constatons, moi et vous, et ensemble avec toutes les personnes, que ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont été butés à certaines difficultés, mais bon, c'est là itinérant aussi à tout processus électoral. Est-ce que peut-on parler d'un échec?
On ne peut pas parler d'échec, ça serait... très fataliste. Ça serait fataliste et ça serait excessif aussi de dire qu'il y a eu un échec. Je crois que plusieurs missions d'observation ont fait leur rapport et les rapports font état du fait qu'il y a notamment justement la Moe-Senko, il y a la mission de l'observation de l'Union africaine, les centres Carter aussi. Oui. Les deux dernières missions ont dit que les élections se sont déroulées relativement dans le calme. Oui, relativement dans le calme. Nous l'avons tous constaté que le scrutin a été convoqué, le peuple y a répondu, mais nous avons tous constaté aussi qu'il y a eu seulement des défis. Les défis, c'était lesquels? Des défis d'ordre logistique. Il y a des endroits où les kits ne sont pas arrivés, il y a des endroits où les kits sont arrivés en retard. Et aussi, c'est là que la CENI aussi a failli au niveau de la communication. La CENI devait être en mesure de pouvoir réellement communiquer et communiquer régulièrement. Parce que nous constatons qu'il y a eu certains actes de vandalisme à certains endroits. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu suffisamment d'informations sur la manière dont les kits devaient être déployés. Sur la manière, parce que vous avez des centres ou des bureaux, par exemple, vous avez des gens qui constatent que les kits électoraux qui tombent en panne, ou bien qui connaît peut-être un certain dysfonctionnement lié peut-être à une panne d'électricité, qu'il fallait les sortir et les amener ailleurs. Alors, face à cela, il y a certains qui pensent que c'était peut-être des tentatives de tricherie, des tentatives de vouloir peut-être fausser les résultats. Et il y a certains agents de la CENI qui se sont carrément exposés à la vindicte populaire et nous regrettons cette façon de faire. Je crois que pour la prochaine, la CENI ne doit pas négliger ce côté communicationnel. C'est très important. La CENI n'organise pas des élections pour elle. Elle organise les élections, c'est pour le peuple congolais. Et le peuple congolais qui est appelé à pouvoir s'approprier du processus doit être suffisamment informé sur le déroulement de tout un processus électoral. Alors si vous refusez que c'est un échec, doit-on dire que ces élections sont valables, plus ou moins? Bon, je ne suis pas, Gaëtan, juge de la crédibilité du processus électoral. C'est vrai qu'il y a certains même qui laissent entendre que est-ce que la CENI ne doit pas annuler le processus. Il faut aussi souligner que la CENI n'a pas... ainsi par les candidats présidents. Elle n'a pas dans ses prérogatives cette option qui lui permet de pouvoir annuler un processus. Parce que le processus électoral, la seule institution susceptible de pouvoir connaître des contentieux électoraux, ce n'est que la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle est à même de pouvoir annuler ces élections. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui est en même de pouvoir soit confirmer que les différentes irrégularités ne sont pas de nature à pouvoir entraîner une nullité, ou que les différentes irrégularités sont susceptibles de pouvoir entraîner une nullité. Ça, ce n'est qu'au niveau de la Cour constitutionnelle. À ce stade, la CENI ne peut rien faire. Elle ne peut que constater ce qu'il y a et tenter de pouvoir colmater les brèches si c'est encore possible, mais elle n'est pas en mesure de pouvoir prendre une décision tendant à la nullité du processus électoral. Mais la Cour constitutionnelle ne peut-elle pas constater que ces élections se sont déroulées au-delà du délai légal, du délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre. On est allé jusqu'au 22, même au 21 jusqu'au 22. Elle ne peut pas dire, voilà, vous avez organisé des élections au-delà du délai, je les déclare nulles. C'est possible? Elle ne peut pas se baser sur ça pour déclarer la nullité du processus. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans l'entame de l'émission, c'est que le scrutin a été convoqué sur une décision. Il y a une décision qui a été prise par la CENI, c'est elle qui a le monopole de pouvoir gérer la chose électorale. Elle a convoqué un scrutin par rapport à une date. Jusqu'à présent, c'est vrai que nous sommes le 22, c'est vrai peut-être qu'il y a des centres qui ouvrent ou qui doivent ouvrir, mais ça reste toujours les scrutins du 20 décembre. Elle ne peut pas, la Cour constitutionnelle ne va pas se baser sur ça pour pouvoir annuler le processus électoral. Mais la Cour constitutionnelle peut se baser par rapport à un rapport lié aux irrégularités. Et le rapport émanant de qui? Émanant de qui? Bon, nous avons plusieurs missions d'observation qui sont sur terrain. Nous avons aussi la CENI qui est là aussi, qui doit aussi faire son rapport. C'est sur base de ces éléments que la Cour pourra se fonder si seulement il y a lieu ou pas de pouvoir maintenir le processus ou de pouvoir l'annuler. Alors lorsque le camp de Moïse Katumbi, je vois derrière Katumbi, c'est Kikuni, Matata Pogno, Délice Sanga, dit dans sa déclaration publiée hier, le peuple a opéré un choix de rupture, le choix de la patrie et du progrès. Les résultats tels que collectés et compilés placent largement Moïse Katumbi en tête. Est-ce que ça, c'est pas déjà faire le lit de la contestation? Bon, nous sommes en ou tenter d'influencer un peu le résultat? Ça fait partie du jeu électoral. Je crois que chacun prêche pour sa propre chapelle et on ne va pas aussi les en vouloir d'en faire autant. Je crois que nous sommes à une période où réellement il y a des tensions dans tous les camps et les états-majors politiques. Des élections qui se sont déroulées avec beaucoup d'irrégularités. Et quand un camp présente déjà son leader comme
celui qui est en tête, ça ne fait pas redouter des contestations à l'avenir. Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt. C'est de bon droit, ça fait partie du jeu électoral, c'est tout à fait normal parce que nous sommes à une période où la communication est très importante. Ça veut dire chaque homme politique joue sur le média, joue sur la communication médiatique de manière à pouvoir influencer l'opinion et de manière aussi à pouvoir accorder une certaine sérénité à leur base. Alors, c'est de droit à la famille politique ensemble de pouvoir tenir leurs déclarations. C'est de droit aussi à toutes les autres formations politiques qui ont été appelées à prendre part à ces scrutins de tenir aussi les discours qui sont aussi les siens. Mais le plus important à ce stade, c'est que la CENI, qui est la centrale électorale, devra prêcher par une certaine transparence, parce que la transparence est un des piliers importants pour rendre ce processus crédible. Non seulement cela, la CENI aussi doit être en mesure aussi de pouvoir donner des résultats et de pouvoir aussi dans sa publication régulière des résultats, comme nous l'avons entendu bientôt, qu'il y a peut-être des tendances qui vont être données dans les jours qui viennent, mais que ce soit des tendances qui vont reposer sur des procès-verbaux qui sont susceptibles d'être confrontés par toutes les parties. Sans cela, on risque de donner carrément aussi un lit à toutes les formations politiques qui aimeraient bien pouvoir reposer sur les contestations afin de pouvoir faire entendre leur voix. Je peux vous dire aussi qu'il y a probablement un vent de contestation qui se profile à l'horizon. Il y a la mission de l'observation de l'UIA qui a exhorté les autorités politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue, à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif aux fins de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique nécessaire au renforcement de la paix. C'est peut-être une mission qui a vu loin des contestations qui pourraient arriver. Oui. Il y a bien entendu aussi une part de responsabilité du politique congolais. Je crois que nous sommes à une période très, 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 très importante de la vie de l'État, de la République. De toute façon, nous n'avons que le Congo. Nous n'avons que cette République, nous n'avons pas d'autres pays. Il est important que la classe politique ou la classe dirigeante soit en mesure de comprendre que les élections est une fête. Les élections n'est qu'une étape de la vie démocratique d'un État. Vouloir faire des élections à un moment fatidique où on doit s'entrer dedans, où il y a un qui doit en sortir victorieux, un autre aplati, je crois qu'on risque même de remettre même en cause toute cette démocratie pour laquelle nous sommes battus depuis le début de cette Troisième République, depuis l'actuelle Constitution. Voilà pourquoi il serait important que tous les camps politiques, tous les leaders politiques d'un camp ou d'un autre puissent plus préserver la paix, puissent plus prêcher par la paix. Pourquoi? Parce qu'après la proclamation de résultats, il y a une étape qui suit, c'est les contentieux électoraux. Il appartiendra à chaque homme politique de pouvoir porter leurs prétentions. Ceux-là qui pensent qu'ils ont des prétentions à faire valoir, il y a l'institution légale qui est la Cour constitutionnelle qui est en mesure de pouvoir recevoir leurs contestations. Mais au stade actuel, je crois que les personnes qui sont mises en cause de manière à pouvoir nous accorder une certaine paix, ce sont les acteurs politiques et la centrale électorale. Que chacun dans son camp puisse être en mesure de pouvoir donner au peuple réellement un scrutin crédible qui va apporter un certain apaisement. Alors, comment la CENI peut-elle prouver la fiabilité des résultats? Est-ce qu'il y a une manière propre à laquelle elle peut recourir pour vraiment mettre tout le monde en confiance? Pour qu'elle mette tout le monde en confiance, tout ce qu'elle a à faire, c'est à carrément suivre le canevas qui lui appartient. Elle a carrément à suivre ce qu'elle a comme mission. Sa mission, c'est de pouvoir organiser les élections et de pouvoir donner au peuple les dirigeants que le peuple s'est choisi. Et pour atteindre cet objectif, cela passe par un scrutin, cela passe par des procès-verbaux, cela passe par certains, comment on les appelle, certains observateurs qui doivent prendre part aussi à tout ce qui se passe. Il y a des témoins. Au fait, chaque camp politique devra être sûr que le processus auquel il prend part est un processus qui ne discrédite pas. C'est un processus qui ne l'exclut pas, mais un processus qui est réellement au centre de manière à pouvoir ressortir. Ce qui est important, c'est quoi? Que le plus fort l'emporte. Parce que si seulement la CENI n'est pas en mesure de pouvoir donner confiance à ceux qui prennent part à ce processus, la difficulté sera laquelle? C'est qu'elle va donner le lit aux contestations. C'est vrai que les contestations, habituellement, elles existent. Mais on ne doit pas donner à ceux-là qui veulent contester les armes pour contester. Quelles sont les armes pour contester, par exemple? Lorsque vous faites un processus électoral qui n'est pas crédible, vous faites un procès électoral, lorsqu'on constate, par exemple, qu'il y a certains kits électoraux qui se retrouvent, par exemple, à des endroits qui ne sont pas indiqués par la loi. Vous avez certains kits électoraux qui se retrouvent dans des états-majors. Vous avez certains kits électoraux qui se trouvent à des endroits autres que ceux que la loi a prévus.
ce sont des éléments qui mettent en difficulté la CENI à pouvoir prêcher par sa transparence. Voilà pourquoi, au stade actuel, ce qu'il y a eu a déjà eu à être fait. La CENI, ce qu'elle peut faire présentement, c'est de plus accorder de transparence à ce qu'elle fait. Plus il y a des transparences, plus ceux-là qui prennent part à ce processus seront confiants. Mais moins il y a des transparences, tout le monde sera inquiet et la CENI risque de pouvoir ouvrir cette porte qui va donner lieu à des contestations. Et lorsqu'il y a des contestations, seul Dieu sait où ça en finit. Il y a la question de l'image aussi que ces élections ont envoyée à l'extérieur de la RDC. Je vais vous citer quelques titres des médias internationaux. Il y a notamment Africa Arabia qui dit « Le grand Capharnaüm, analyse d'une journée de vote chaotique ». Ça, c'est un article publié très récemment. Le Soir BE qui dit également « Des élections qui laissent un goût amer entre désordre et contestation ». La Croix, un journal européen toujours, qui dit « Après une journée chaotique, les élections continuent jeudi ». Et Jeune Afrique qui dit « Élections en RDC, premier retard, première critique ». Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux, tous ceux qui regardent d'un mauvais œil la RDC, voilà, ils vont dire la RDC n'est toujours pas un pays démocratique. Bon, dire que partant de ça, que la RDC n'est pas un pays démocratique, je crois que ça serait aller être du côté de la plaque. Pourquoi? Parce que les irrégularités dans tous les processus, ça existe par tout le monde. Dans le monde entier, tout processus électoral n'est jamais parfait. Ces élections ne ternissent pas l'image du pays. Ces élections, est-ce que sont-elles à ce stade de nature à pouvoir ternir l'image du pays? C'est très tôt de pouvoir le confirmer. C'est très tôt. Les médias parlent déjà des élections chaotiques. Même RFI aussi a écrit un article « Élections chaotiques ». Il faudra retenir aussi que les médias, à des moments donnés, elles vivent sous la respiration de ceux-là qui ont besoin d'une information et une autre. Pour le dire autrement, les médias de nos jours, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes un homme de la presse, vous savez comment est-ce que la presse fonctionne de nos jours. À des moments donnés, il y a des presses tendancieuses, à des moments donnés, il y a des presses qui sont à des moments donnés manipulées. Mais est-ce que, à ce moment, peut-on dire que le processus électoral a été chaotique? Je crois ça serait très excessif. Est-ce qu'à ce stade, on doit dire que le processus électoral n'est pas crédible? Je crois que c'est excessif de pouvoir le dire. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt que la CENI, au stade actuel, ce que la CENI devra faire, c'est de prêcher par rapport à sa transparence, dans son expérience à pouvoir organiser les élections. C'est vrai que nous le regrettons. Nous sommes à un 4e scrutin électoral. Il y a des choses que nous ne sommes plus en mesure de pouvoir revivre. Des choses comme quoi, par exemple, certains défis d'ordre logistique, certains défis d'ordre technique, comme certains kits électoraux qui connaissent des pannes d'électricité, qui doivent sortir, aller ailleurs. Pourquoi toutes ces choses ne pouvaient pas être prévenues préalablement? La CENI aurait pu résoudre ces questions bien avant, ça nous aurait évité toutes ces choses. Mais est-ce que doit-on dire qu'à cause de ça, que le processus électoral est chaotique et n'est pas crédible? Je crois que ça serait excessif et dangereux. Le Congo est à son 4e scrutin. Le Congo vit une démocratie encore qui est en train de marquer ses pas. Petit à petit, c'est vrai que dans la région, d'abord, nous sommes vraiment un pays qui peut donner même des leçons dans la région de questions de démocratie. Il sera peut-être important que les personnes appelées à pouvoir organiser les élections, qui est la centrale électorale, puissent, dans l'avenir, pouvoir prêcher par une certaine expérience. Il est difficile et franchement désolant de voir qu'à un 4e scrutin, à une 4e expérience électorale, que nous puissions vivre ces genres de choses, des défis qui auraient pu être prévenus bien avant. Alors, il y a aussi Le Monde que je n'ai pas vu, qui a dit le vote se prolonge après une journée chaotique. Ce ne sont pas des journalistes basés en Europe qui ont écrit cela. Ils ont envoyé des journalistes, reporters sur place, qu'on appelle des envoyés spéciaux, et sur base de leurs témoignages qu'ils ont pu écrire tout ce qu'ils ont dit là. Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas revenir ici pour dire, voilà, et c'était l'arrangement à l'africaine au pouvoir, avec le président qui a rempilé, ou soit un nouveau président qui est venu, voilà. Nous sommes un pays souverain, Gaëtan, nous sommes un pays souverain, nous n'avons pas d'injonction à recevoir des pays avec qui nous traitons d'égal à égal. Oui. Mais ce qu'il serait important, c'est que nous puissions nous responsabiliser. Il est important qu'on puisse se responsabiliser. Tant que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous responsabiliser, la classe politique et les institutions politiques du pays, nous donnerons toujours le flanc à toutes ces institutions internationales, à tous ces pays que nous appelons les pays qui font partie du bloc que nous appelons des Occidentaux, de pouvoir toujours avoir un mot à dire. Voilà pourquoi je pense, à mon humble avis, que pour la prochaine, il serait important que la CENI
puisse réellement tenir compte de ces genres d'aspects. C'était des histoires qui étaient déjà dépassées. Des histoires dépassées dans le sens où ça me fait très mal aujourd'hui de constater que certaines irrégularités d'ordre infrastructurel puissent poser des problèmes à la CENI. La CENI connaît la configuration de notre pays. La CENI connaît les défis que nous avons sur le plan infrastructurel. Mais pourquoi est-ce que la CENI n'a pas pu prévenir toutes ces choses? Pourquoi est-ce que la CENI n'a pas pu mettre en place une stratégie qui pouvait nous éviter toutes ces choses? C'est vrai qu'elle peut peut-être penser que c'est facile de le dire et que c'est difficile de le faire, mais la conséquence, c'est laquelle? C'est que nous donnons le flanc à tous ceux-là qui veulent faire croire au monde entier que le Congo n'est pas encore prêt à pouvoir se responsabiliser sur le plan international en donnant des résultats, comme vous l'avez dit tantôt, comme l'avait dit Macron, que c'était un arrangement à l'africain. Mais nous pensons que la classe politique, comme je l'ai dit à l'entame, a une grande responsabilité dans cette chose. C'est qu'elle doit être en mesure de pouvoir non seulement faire comprendre à ses adeptes, faire comprendre à leur base que les élections ne sont pas une fin en elles. La vie d'un pays ne dépend pas toujours des élections, que ce ne soit pas un moment fatidique où il y aura un qui va triompher et un autre qui sera mis à terre, mais que ce soit plutôt une fête électorale à l'issue de laquelle il y aura un qui aura remporté et qui pourra peut-être sympathiser ou coaliser avec l'autre qui n'aura pas remporté, question que la nation puisse revivre. À qui peut-on imputer ce tâtonnement? C'est à la CENI, au pouvoir exclusivement en place, à la CENI. Exclusivement à la CENI. Pourquoi elle seule? Parce qu'il y a eu aussi des retards dans le décaissement de fonds. Oui, il y a eu, bien entendu, les retards dans le décaissement de fonds. Est-ce pas une volonté politique aussi derrière? Peut-être parce que M. Denis Kadima, il ne sait pas toujours dire tout. Il ne peut pas critiquer le pouvoir en place, parce qu'il a les mains liées. Il peut bien critiquer l'opposition, mais il n'y a pas une volonté politique là derrière? Mais ça retombe sur lui. C'est vrai qu'il ne peut pas critiquer le pouvoir en place. C'est vrai qu'ils travaillent tous en synergie. Le gouvernement et la centrale électorale travaillent tous en synergie. Mais la responsabilité de l'organisation des élections incombe à la CENI elle-même. Lorsqu'elle trouve qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir organiser les élections à une date indiquée, elle est aussi en droit de pouvoir rassembler la classe politique et de solliciter un report. Ça nous éviterait tout ce que nous constatons maintenant. Parce que présentement, c'est vrai qu'elle peut pouvoir dire qu'elle a connu des problèmes liés peut-être à certains décaissements, mais au stade actuel, qui en répond? Ce n'est qu'elle-même. Ce n'est qu'elle-même. Et la vie de tout un peuple en dépend. À supposer qu'aujourd'hui, qu'il y ait des irrégularités qui soient de nature à pouvoir entretenir la nullité du processus électoral. Cela incomberait à qui comme responsabilité? À la CENI elle-même. À la CENI elle-même. Voilà pourquoi il est important que lorsque on veut conduire une institution importante comme celle-là, que l'on soit doté d'une certaine autorité. Qu'on doit doter d'une certaine autorité, parce que la personne qui fera face ou la personne qui en répondra en responsabilité, c'est la personne qui acceptait de pouvoir conduire cette institution. Parce qu'aujourd'hui, le président Kadima, le président en exercice de la Commission électorale nationale indépendante, ne peut pas invoquer les difficultés liées au décaissement. Il ne peut pas les invoquer au stade actuel. Parce qu'il a déjà convoqué un scrutin. Il les a convoqués en fonction de quoi? S'il n'avait pas suffisamment de financement. Il aurait dû les repousser. Mais étant donné qu'il n'a pas repoussé, ça veut dire qu'on a eu à répondre comme il se devait à ces demandes. Et comme on a eu à répondre à ces demandes, ils devront répondre à responsabilité. Voilà pourquoi il est important dans l'avenir de pouvoir emmener ou bien de pouvoir que les personnes appelées à pouvoir gérer cette institution soient dotées d'une certaine autorité. Parce qu'il en va de la vie de tout un peuple. Est-ce qu'on doit dissoudre la CENI? Est-ce qu'on peut dissoudre la CENI? On ne peut pas dissoudre la CENI, parce que c'est constitutionnel. Non, on ne peut pas dissoudre la CENI. La CENI, les mots de désignation des personnes appelées à pouvoir conduire. Parce que c'est une institution d'appui à la démocratie qui est constitutionnelle. Oui, qui est constitutionnelle. Les animateurs sont désignés conformément à la Constitution. Mais ce qui est vrai, c'est que la loi. Parce que c'est budgétivore pour. Aujourd'hui, on va dire que c'est $1 milliard qui est parti comme ça dans l'eau. Ouais. Cela donne lui aussi à certaines réflexions, à chercher à savoir est-ce que doit-on continuer à organiser des élections sous ce format? Le format dans lequel nous sommes présentement d'organisation des élections, c'est très coûteux à la République. C'est très coûteux à la République. Est-ce que doit-on continuer sous ce format ou envisager dans l'avenir un format qui ne coûterait pas très cher à la République pour organiser les élections? Je crois que ce sont des questions sur lesquelles les experts devront pouvoir s'atteler afin de pouvoir nous sortir quelque chose de potable qui puisse aider la République. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire prochainement? On va déjà atterrir Samuel Konko. Qu'est-ce que la CENI, quelles leçons tirer de ces élections en fait? La leçon tirée de ces élections, d'abord sur le plan, au départ, de responsabilité, c'est que la CENI devra comprendre que
elle est responsable de l'organisation des élections. Elle ne doit pas subir les contraintes venant des politiques. Parce que lorsqu'elle subit des contraintes venant de politiques, la conséquence c'est laquelle? C'est qu'elle va organiser des élections pour pouvoir satisfaire à certaines personnes. Et lorsqu'il y aura un chaos, c'est la CENI elle-même qui en répond en responsabilité. Alors que la CENI est en mesure de pouvoir prévenir certaines choses. La deuxième chose à pouvoir aussi retenir, c'est que la CENI devra retenir une chose, c'est que le Congo est un pays qui connaît certains défis d'ordre infrastructurel. J'ai constaté, vous verrez sur les réseaux sociaux, nous avons vu à des endroits des kits qui sont transportés sur certains dos. Il n'y a pas seulement les motos, les petites voitures, mais il y a aussi certaines personnes qui ont pris ça sur les pirogues, sur le dos, pour pouvoir acheminer le matériel électoral. Le matériel électoral est un matériel sensible. Même son acheminement doit être un acheminement bien sécurisé, de manière à pouvoir prêcher par une certaine fiabilité. Voilà pourquoi, dans l'avenir, la CENI devra comprendre qu'elle a entre ses mains le destin de tout un peuple, parce que c'est elle qui nous donne les futurs dirigeants de demain. C'est elle qui détermine la vie politique de demain. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous donner les dirigeants à tous les niveaux, au niveau présidentiel, au niveau législatif national, au niveau législatif provincial, même au niveau présentement des élections communales, même si je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a ajouté un autre scrutin alors que nous avons déjà d'autres institutions qui posent problème? Est-ce qu'à cela fallait-il encore ajouter un 4e scrutin au niveau communal? Est-ce que franchement nous sommes prêts à pouvoir avoir des conseillers communaux, avoir des institutions au niveau de la commune? Nous avons déjà des difficultés au niveau de la centralisation. Nous avons certaines provinces qui ont difficile à pouvoir fonctionner. Vous avez l'institution exécutive et le législatif en province, à des moments à certaines provinces qui ne collaborent pas. Et alors, nous avons déjà des difficultés à ce niveau-là de la centralisation. Il y a certains qui se posent la question, est-ce que nous devons supprimer les assemblées provinciales ou les maintenir? À cela, nous devons maintenant ajouter aussi certains conseillers communaux. Espérons seulement que nous n'aurons pas les mêmes conflits qu'on a vus au niveau des provinces se répercuter au niveau des communes. Si cela devrait se faire, ça sera encore une grande désolation. Mais on peut déjà être désolé de ces élections. Ah, ça serait prématuré de pouvoir conclure cela. Ok, les premières tendances vont être publiées cette soirée par la CENI, en tout cas, qui a mis en place un centre où on peut suivre de manière évolutive les résultats publiés ou compilés déjà. Est-ce que cette manière de faire aussi peut rassurer les uns et les autres? Moi, personnellement, je ne suis pas tellement de cet avis-là. Ouais. Pourquoi? Parce que les tendances que l'on va vouloir donner ne doivent pas être des tendances qui peuvent emmener l'opinion à pouvoir penser que la tendance est la confirmation du résultat. Nous nous connaissons, nous les Congolais. Est-ce que l'opinion nationale est en mesure de pouvoir recevoir ces tendances et qu'à la proclamation définitive de résultats, obtenir des résultats qui seront contraires aux tendances? Je crains que la CENI se mette encore en difficulté. Je crois qu'il serait sage à la CENI de surseoir à cette communication des tendances et d'attendre carrément le moment final et de proclamer des résultats définitifs, parce que donner des tendances à l'heure actuelle, déjà que vous avez des camps politiques qui sont surchauffés, vous avez aussi la population en elle, chaque camp pense que c'est son leader qui a remporté les élections, et donner des tendances à l'heure actuelle, ça sera des tendances à 50%, à 30%, à 90%. Et les tendances, là, lorsque les gens vont les recevoir, vous aurez des camps qui vont se mettre à faire des calculs. On ne veut pas avoir des contestations qui vont commencer par des tendances. On va se mettre en difficulté. Ça serait mieux que la CENI puisse surseoir à la communication des tendances et qu'elle puisse carrément s'atteler à pouvoir nous donner le résultat définitif. Les résultats définitifs qui sont provisoires pour qui sont provisoires tant qu'elles ne seront pas confirmées par la Cour constitutionnelle. Samuel Konko, c'est déjà la fin. Je ne sais pas, vous n'êtes pas politique, vous êtes analyste politique, mais vous donne quand même la parole pour donner un message à la fois à la population et aux politiques, voilà. Si vous en avez, bien sûr. J'essaierai carrément, parce que nous sommes à une période très importante de la vie de la nation. Je crois qu'il est important que nous sachions tous que le Congo est tout ce que nous avons de cher et tout ce que nous avons d'important. Nous n'avons pas d'autre patrie en dehors de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il est important que toutes les personnes appelées à prendre part à ce processus puissent intérioriser cette question. À la classe politique, il est important que la classe politique comprenne qu'ils sont des leaders, non seulement des leaders d'opinion, mais des leaders politiques. Ce qu'ils disent et ce qui est suivi par leur base. Que dans leur communication, ils tiennent compte à la vie de la République après les élections. À nous, le peuple, ne nous laissons pas conduire
par toutes ces tergiversations, par toutes ces agitations des leaders politiques. Les leaders politiques, à un moment donné, ce sont des gens qui ne sont jamais ennemis à l'infini. À des moments, c'est comme ils le disent toujours, les alliances politiques se font et se défont. Ils peuvent aujourd'hui nous entraîner dans une certaine guerre et demain s'entendre. Il est important que nous aussi, le peuple, comprenions cela et recherchions plus à pouvoir recevoir ce scrutin électoral, le résultat qui nous sera donné, à la centrale électorale qui est pratiquement la cheville ouvrière de tout ce processus. C'est que la centrale électorale devra comprendre que les résultats qu'elle devra donner devraient être des résultats crédibles. Et cette crédibilité repose sur la transparence. Voilà pourquoi j'invite toutes les personnes, j'invite particulièrement la CENI à prendre conscience que la vie... Oui. Votre caméra est là. Ah d'accord. Oui. Voilà pourquoi j'inviterai la centrale électorale qui est la CENI présentement à pouvoir tenir compte du fait que la vie de la nation dépend des résultats qu'elle devra nous donner dans les jours qui viennent. Voilà pourquoi nous les invitons à faire preuve d'un peu plus de sagesse pour que la nation revive. Nous avons besoin d'avoir un Congo uni après la proclamation des résultats. Merci beaucoup Samuel Konko, analyste politique. Merci pour votre disponibilité en tout cas. Merci et avocat, vous avez obligé de pouvoir le souligner. Avocat également, Maître Samuel Konko. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis partout en RDC, même à Fizi où on a voté ce vendredi, vous nous avez suivis, et même aussi à Idiofa. Je sais que nous sommes des braves gens, les peuples congolais, nous aimons le pays, tout le monde est presque engagé en politique, on a vu beaucoup d'engouement, que ce soit pour le premier jour, même après la pluie de jeudi à Kinshasa, les gens sont allés voter tardivement, c'est montrer combien les Congolais aiment le Congo, bien qu'on dit que le Congo n'aime pas la politique, mais il est très intéressé par la politique et l'on s'attend à ce qu'en retour, nous obtenions ce que nous avons posé comme acte, c'est-à-dire notre expression électorale, nous soit retournée en tout cas. Merci de nous avoir suivis. C'est par ici que prend fin ce Kin direct. Je vous retrouve le lundi, ce sera Noël. Je serai dans la matinale avec des invités pour vous égayer, pour vous donner du sourire également, afin que ce jour de la naissance de Jésus-Christ, ce soit un jour merveilleux chez vous, en famille. Portez-vous bien. D'ici là, ce sera la fin de l'année. Je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux.